Merci Nelly. Et dans le grand décryptage, on revient ce soir sur le retour des drames en Méditerranée. Arrivés en Grèce, ils sont les survivants d'un drame qui a vu périr des centaines de personnes, 500 au moins, peut-être plus. Parmi eux, leurs amis, leurs familles, pour qui ils n'ont rien pu faire. À ce moment-là, j'ai vu beaucoup d'amis et beaucoup de familles s'entasser, crier et dire « On a besoin d'aide, on a besoin d'aide ». Ils criaient à l'aide? Oui, ils criaient à l'aide, mais personne ne pouvait les aider, parce que chacun d'entre nous voulait sauver sa vie seulement. Bonsoir Céline Schmitt, vous avez pu parler à certains de ces rescapés, vous allez nous dire ce qui s'est passé exactement. Vous êtes, je le précise, la porte-parole du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés en France. Jean-Paul Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Les bateaux ivres, l'Odyssée des migrants en Méditerranée. C'est chez Jean-Claude Lattès. Vous êtes par ailleurs journaliste et porte-parole de l'association SOS Méditerranée qui sillonne justement cette mer pour tenter de secourir les migrants en difficulté. Et puis Olivier Ravanello, bonsoir, éditorialiste pour iTélé concernant les questions internationales. Nous serons aussi en direct d'Athènes avec notre correspondante Alexia Kefalas. Céline Schmitt, vous avez donc pu parler à ces survivants, votre organisation en tout cas. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui s'est produit autour de ce naufrage ? Oui, effectivement, on a pu parler aux 41 survivants de ce naufrage. Donc nos équipes sur place en Grèce ont pu leur parler. Ils nous ont expliqué ce qui s'est passé. Donc les survivants étaient à bord d'un bateau qui avait quitté la Libye, près de Tobrouk. Et sur la route, ils ont rencontré un autre bateau où il y avait déjà quelques centaines de personnes. Le bateau était bondé, surchargé. Et à ce moment-là, les passeurs ont essayé de transférer les passagers du premier bateau sur le bateau plus grand, qui était déjà bondé. Il y a eu naufrage et le bateau a coulé. Et dans ce drame, selon les témoignages qu'on a eus, on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 500 personnes qui ont péri. Jusqu'à 500 victimes. On va peut-être revenir sur ce que vous disiez sur cette carte. Ils partent de Tobrouk, ils partent donc de Libye. Ils ont finalement ce soir à Kalamata en Grèce. Olivier, est-ce que c'est un effet de la fermeture de la route de la Turquie, j'allais dire ? Je ne peux pas vous dire. Spontanément, ça paraîtrait logique. C'est-à-dire que vous aviez une route qui était celle qu'on appelait la route des Balkans et qui, grosso modo, était empruntée par les gens qui fuyaient la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Syrie, la guerre en Irak. À 70%, ceux qui empruntaient cette route et qui traversaient par la Grèce et qu'on voyait arriver à Idomeni, par exemple, ça fait des mois qu'on en parle, traverser une petite portion de mer et remonter progressivement vers la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne. C'est ce fameux million de réfugiés qui est arrivé en Allemagne et que Angela Merkel a décidé d'accueillir. Cette partie-là étaient des réfugiés de guerre à 81% qui fuyaient le conflit en Syrie et en Irak. Les frontières, petit à petit, on l'a vu, se sont fermées. L'Autriche, certains pays des Balkans, et puis aujourd'hui, avec l'accord qui a été signé avec la Turquie, c'est toute l'Union européenne qui est d'accord pour dire on ferme les frontières et on fait cet échange sur lequel on reviendra peut-être avec la Turquie. On va laisser aux Turcs le soin de régler nos problèmes. De fait, une autre route, mais elle existe déjà depuis 10 ans, et le livre de Jean-Paul Marie le raconte, cette route qui plonge vers l'Afrique et qui fait remonter des gens qui fuient à la fois des situations de conflit, mais qui ne sont pas forcément identifiés comme des guerres, au sens international du terme, et donc ne sont pas forcément éligibles au statut de réfugiés de guerre. Qui arrivaient d'ailleurs d'ordinaire plutôt en Italie qu'en Grèce, mais ça dépend de la dérive, j'imagine. Ça, c'est ce que l'on entend depuis des années. C'est les migrants, les réfugiés qui arrivent à Lampedusa et qui remontent et qui profitent du chaos libyen, des passeurs qui se sont installés, organisés dans cette Libye qui est désormais sans État et sans autorité pour remonter. Il y a quantité de nationalités, de cas qui sont extrêmement différents. C'est pour ça qu'on les regroupe sous le terme de migrants, parce que pour une grande partie d'entre eux, ce sont des gens qui fuient la pauvreté, qui fuient la guerre, qui fuient des mauvais traitements et qui, pour certains, vont jusqu'à Calais pour aller jusqu'en Grande-Bretagne. Cette route-là, elle est très variable, et Jean-Paul vous le racontera mieux que nous, des conditions météo. Parce que la traversée est très longue et que quand la Méditerranée redevient plus praticable, plus calme, effectivement, c'est le retour de cette route. Et c'est le retour du printemps et on parle effectivement de
ce risque-là. Je vais revenir sur les conséquences de cet accord sur la Turquie, mais peut-être Jean-Paul Marie, pardon. Le bateau de votre association, si je ne me trompe pas, a quitté Marseille il y a 2 mois, c'est ça? À peu près, oui. À peu près 2 mois. Vous avez pris, d'ailleurs, vous étiez vous-même à bord, hein, vous avez fait plusieurs missions, vous avez pris les photos qu'on va peut-être voir là. Vous en avez sauvé combien des réfugiés depuis 2 mois? On est à 5 sauvetages et à 785 réfugiés, mais nous sommes partis dans une période assez difficile, avec une météo très 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 mauvaise. Et donc sur une rotation de 21 jours par exemple, nous avons eu 18 jours de mauvaise mer. Mauvaise mer, ça veut dire des vents de 30 nœuds, 50 km/h, et des vagues entre 2 et 4 mètres. Alors l'idée, c'est qu'on voulait rôder un peu notre système et puis savoir quand est-ce que ça partait. Et en fait, c'est très simple. À partir du moment où vous avez 24 heures de bonne mer, en ça police, part. Je me rappelle d'un matin, par exemple, un soir, où on s'est dit, demain c'est bon, la mer est en train de se lisser, les prévisions météo sont bonnes, non, ce serait trop simple de voir arriver des migrants. Le lendemain, on a eu 6 Zodiacs de 120 personnes chacun qui sont arrivés en même temps. Les mêmes Zodiacs avec des numéros 1-1, 1-2, 1-3, parce que les passeurs sont organisés, sont des entrepreneurs. Des mauvais Zodiacs, c'est pas des Zodiacs, c'est des dinghies, ouais, des boudins de plastique que vous ne laissez pas naviguer sur les plages en Provence. Sur une embarcation comme ça, d'ailleurs, pas plus tard que lundi dernier, votre association a repêché 183 migrants. Alors, sur un Zodiac comme ça, en fait, ils étaient partis, d'après les témoignages, entre 140 et 160. Quand on est arrivé, le Zodiac était en train de se casser en deux. Les gens avaient déjà de l'eau jusqu'aux hanches, jusqu'à la taille, ils se sont jetés à l'eau, ça a été terrible et tragique. On a réussi à extraire 108 migrants vivants, 108 personnes, hommes, femmes, et au fond du bateau, il y avait 6 corps qui étaient noyés, au fond du bateau, parce qu'il y avait de l'eau jusqu'ici, et 2 personnes se sont noyées en essayant de nager vers les embarcations de sauvetage. Donc on a eu quand même au moins 8 morts, on pense qu'il y en a eu plus. Et en tout cas, il manquait environ 30-35 personnes sur le bateau, enfin 40-50 personnes sur le bateau du départ. Donc ce sont des Zodiacs qui sont extrêmement dangereux. Ce que vous voyez comme Zodiac, à 12 heures, 24 heures, et ensuite ils coulent. Ils partent avec de la colle, des rustines. C'est hallucinant. Comment ça se passe quand vous les rencontrez, quand vous les voyez de loin? Les passeurs ne sont plus à bord? Comment ça se passe concrètement? Les passeurs sont comme les migrants, assez intelligents, donc ils ne montent jamais sur les Zodiacs, jamais. Ils les mettent, ils les jettent, ils les poussent, parfois avec de façon musclée, en disant voilà, le Zodiac est là, c'est-à-dire à 50-100 mètres de la plage, sauf qu'ils ne savent pas nager, les migrants. Et donc, ils sont obligés de patauger, de s'agripper. Certains se noient avant d'arriver sur le Zodiac. Et quand ils arrivent à grimper sur le Zodiac, ils sont déjà trempés. Au fond du Zodiac, il y a des planches, parce qu'évidemment, le Zodiac est trop mou. Ces planches, elles sont vissées, tenues entre elles, par des vis de 5 cm qui dépassent de 5 cm à l'intérieur du bateau. Donc c'est un tapis de fakir. On jette les gens là-dessus. Et ils partent, et ils sont tétanisés par le froid. Ils sont déjà malades, ils ont le mal de mer, ils ont peur, et ils sont dans des vagues de 2 mètres. Ce que nous racontait Céline Schmitt, cette tentative de transfert, ça veut dire qu'il y a des radios, ça veut dire qu'il y a de l'organisation, des petits bateaux qui vont vers des plus gros, 500 personnes qui étaient déjà sur le deuxième qui a finalement coulé. Vous l'avez déjà vu, ça? Oui, on l'a vu parce que les migrants ont dit « Depuis combien de temps êtes-vous sur le bateau ?» Moi, ça fait 2 jours. Et vous, 5 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les bateaux, parfois, font plusieurs points de collecte. Et ils ramassent des migrants comme du bétail. Et quand c'est plein, et les passeurs, c'est un réseau de passeurs, et donc ils se mettent d'accord. Il y a des hangars qui vont jusqu'à contenir 1000 personnes, et on remplit les Zodiacs. Et dès que la mer est belle, ils partent. Mais ça, je parle des Zodiacs, c'est-à-dire ceux qui partent de Libye. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, enfin ce qui m'inquiète autant, c'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment, nous avons des bateaux qui commencent à partir de Tobrouk, qui est à l'est de la Libye. C'est ce qui s'est passé là, en l'occurrence, pour ce drame. Ou d'Égypte. Et donc là, nous avons une navigation de 3, 4, 5 jours de navigation pour aller jusqu'au canal de Sicile. Il faut donc des bateaux plus grands, qui sont en très mauvais état, des chalutiers, qui vont couler avec 400, 500, 600 personnes à bord. C'est-à-dire, Céline Schmitt, c'est peut-être le paradoxe avec cet accord sur la Turquie, où finalement c'était l'endroit qui était le moins loin pour la traversée. On avait Lesbos juste en face, qui était visible quasiment à l'œil nu. Là, ils sont poussés vers beaucoup plus de risques. Est-ce que vous le constatez, ce changement, ce retour de cette ancienne route depuis l'accord passé avec la Turquie et la fermeture de la route des Balkans? Alors, on ne peut pas faire un lien direct. Il y a eu effectivement une augmentation du nombre de personnes qui sont arrivées en Italie au cours des dernières semaines. Maintenant, il y a presque 25 000 personnes qui sont arrivées en Italie depuis le début de l'année par la mer.
Mais pour l'instant, l'augmentation est plutôt liée aux conditions de navigation. Les nationalités n'ont pas vraiment changé. Oui. Donc c'est des personnes qui viennent principalement d'Afrique subsaharienne, qui traversent pour aller en Italie. Donc, mais là, on n'est pas sur des Syriens ou des Irakiens. Ça part de Tobrouk, mais ça vient d'Afrique subsaharienne. C'est bien ça, ce que disait Olivier Ravanello. Pour l'instant, on ne voit pas cette situation. Moi, je suis convaincu de deux choses. Pardon. La première, c'est que ce naufrage que nous avons vu de 500 personnes n'est que le premier d'une longue série. La deuxième, c'est que les migrants sont des gens comme vous et moi et qui prennent le chemin les plus faciles. Et ils partent. Quand on leur coupe les chemins les plus faciles, ils partent par des chemins moins faciles. Et si on leur coupe les chemins moins faciles, ils partent par les chemins les plus difficiles. Vous allez avoir une conjonction de 3 flux. Les migrants d'Afrique subsaharienne qui sont en train de passer là, ceux que vous voyez, que nous avons recueillis, les Érythréens qui, comme vous l'avez remarqué, ne sont pas encore partis parce qu'ils attendent une mer calme pour ne pas rester longtemps en Libye et qui actuellement se regroupent au Soudan et vont passer par la même Libye ou par l'Égypte. Et enfin, les Syriens qui, bloqués sur la route des Balkans, vont aller vers le Caire et vont prendre à partir d'Alexandrie ou d'ailleurs un chemin de 4 ou 5 jours de navigation. Donc cet été, il faut s'attendre à un afflux de ces 3 flux qui vont provoquer une catastrophe avec des bateaux lourdement chargés et des naufrages terribles. Et pour ceux qui arriveront vers les côtes italiennes où ce sera la Grèce, Alexia Kefalas, justement, vous êtes notre correspondante à Athènes. Sur ce retour, sur cette nouvelle route qui est bien connue des Grecs aussi, évidemment, ça inquiète les autorités à Athènes ? Oui, complètement. Ça inquiète les autorités parce que c'est une nouvelle route, une route beaucoup plus périlleuse. Et forcément, c'est ce que disaient vos invités, les autorités grecques craignent que ce soit le début d'une longue série, d'autant que d'autres sont partis depuis quelques jours maintenant et ils ne sont toujours pas arrivés sur les côtes grecques. Donc on ne sait pas concrètement ce qui va se passer. À l'heure actuelle, les gardes-côtes grecs sont en train de circuler, de parcourir la haute mer, au large de Kalamata, pour voir s'il n'y a pas effectivement des corps de survie, des corps de ces 500 personnes qui auraient fait naufrage. Et c'est là toute la question, c'est est-ce que ce sera la seule embarcation de fortune qui a chaviré ou est-ce qu'il y en aura d'autres? Et là, il y a une véritable inquiétude parce que les autorités grecques ont certes reçu de l'aide de l'Union européenne, mais pas suffisamment. Depuis l'accord avec la Turquie, concrètement, comment ça se passe sur place, Alexia ? Écoutez, ça se passe plutôt mal, Olivier, tout simplement parce que rien ne se passe concrètement. Alors oui, il y a eu des renforts, des experts de droit d'asile, il y a eu beaucoup de policiers, des CRS aussi venus de France notamment, mais aussi d'Allemagne et du reste de l'Europe. Mais ça ne suffit pas, les procédures d'asile prennent toujours autant de temps. Alors il y a moins d'arrivées par les îles grecques, donc de par les côtes turques, mais concrètement, ça ne résout pas le problème des 52 000 personnes qui sont bloquées sur le territoire grec, 52 000 réfugiés et migrants qui vivent dans des conditions insalubres. Amnesty International, dans son rapport lundi dernier, l'a justement souligné que 46 000 personnes sont en danger à l'heure actuelle. Hier soir, une jeune Afghane de 17 ans a perdu la vie près d'Athènes dans un campement d'Afghans parce qu'effectivement, c'est un campement qui est une véritable tragédie humaine, humanitaire et sanitaire. Donc effectivement, il y a une véritable problématique à l'heure actuelle qui concerne toute la Grèce, mais aussi toute l'Europe parce que ce n'est pas résolu. L'accord Union européenne-Turquie prévoyait le renvoi en fait de migrants sur le principe de 1 pour 1, c'est-à-dire que la Grèce renvoie des migrants d'un côté en Turquie et de l'autre côté certains, ceux qui ont vu leur demande d'asile acceptée, peuvent aller vers le nord de l'Europe. Sauf que pour l'instant, il n'y a eu que 2 renvois de barques de migrants. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui est dénoncé par les ONG qui rappellent de mauvaises périodes de l'Union européenne parce qu'il s'agit de personnes qui ont risqué leur vie pour arriver en Europe. Donc c'est très très contesté et c'est la raison pour laquelle pour le moment les autorités grecques ils vont très doucement. Merci pour ce point donc sur la situation en Grèce. Alexia Kefalas, notre correspondante pour iTélé. Olivier, comment est-ce qu'on la bloque cette nouvelle route? Est-ce qu'on peut la bloquer d'abord comme on a bloqué les autres? Je ne crois pas qu'on puisse bloquer. Les gens qui partent, et c'est ce qu'il faut entendre, quand on parle de la Syrie et donc de la Grèce où se trouve Alexia, fuient la guerre. S'ils ne partent pas, ils meurent. Vous n'avez pas le choix. Ils ne partent pas par confort, ils ne partent pas par choix, ils ne partent pas par caprice. Ils partent parce que Alep, Deir ez-Zor, Raqqa sont bombardés ou sont livrés à l'État islamique. Donc c'est ça qu'ils fuient.
Vous ne pouvez pas bloquer ça. C'est une question de survie. Vous pouvez simplement faire en sorte qu'ils s'arrêtent en Turquie. Ouais. Mais une fois qu'ils sont en Turquie, forcément, ce sont des gens comme vous et moi qui ont des enfants, qui se disent à partir du moment où j'ai quitté ma maison, mais je préfère qu'ils grandissent dans un pays, dans une culture qui est la culture européenne, plutôt que dans les camps de réfugiés en Turquie, qui aujourd'hui atteignent 2,5 millions de personnes, et qui évidemment vont très vite être des camps insalubres et des camps dans lesquels on ne vit pas une vie normale. Un autre point, on commence à traiter les gens qui arrivent, entre guillemets, c'est-à-dire à les regarder, à les écouter, à les enregistrer. C'est ce qui se met en place grâce à cet accord qui a été signé avec la Turquie. Ça va concerner 80 000 personnes à peu près. Il y a eu beaucoup de débats sur le fait que des terroristes utilisent ces voies de passage. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec ces gens-là, ils vous disent ce qu'ils vous disaient il y a 6 mois, 1 an, mais encore fallait-il être là pour les entendre. Les gens qui étaient là il y a 6 mois ou 1 an, dans ce flot de réfugiés, quand ils parlaient à des Syriens, les Syriens lui disaient « On sait qu'autour de nous, il y a des gens bizarres. Il y a un tel et un tel qui n'est pas syrien. Il dit qu'il est syrien, mais ce n'est pas vrai. Il a un accent. Quand on parle français, on reconnaît un accent belge, un accent suisse. Quand on est syrien, on reconnaît un accent tunisien, marocain. Et a fortiori, si on les avait écoutés, enregistrés, même les services de police en auraient tiré des informations de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que ces gens-là étaient les mieux placés pour vous dire, eux sont des gens qui fuient le régime ou qui collaborent avec le régime. Eux sont des gens qui sont étranges et qui sont peut-être des djihadistes qui profitent de nous. Parce qu'ils le sentent, parce qu'ils le voient, parce qu'ils les reconnaissent. Alors, mais quand vous traitez ça de manière technocratique avec des flux, évidemment, vous mettez des barrières, mais ça ne marche pas. Et surtout, vous ne regardez pas ce qui se passe et vous subissez la situation. Céline Schmitt, si la Libye est redevenue le principal point d'embarquement pour venir en Europe, comment est-ce qu'on fait pour essayer de limiter tout ça? Est-ce que la Libye coopère, par exemple? Il y avait eu une opération, un sommet européen qui avait dit oui, on va faire des opérations au large des côtes libyennes et puis on se mettra d'accord avec le ou les gouvernements libyens, puisqu'il y en a 2 pour l'instant. Comment est-ce que ça se passe? Alors en fait, ce qui est important, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout d'abord. Il faut effectivement ne pas oublier que plus de 80% des personnes qui sont arrivées en Europe cette année sont des personnes qui fuient la guerre, qui fuient les conflits. Il y a eu plus de 60% de femmes et d'enfants. Que ces personnes n'ont pas d'autre choix que de fuir. Les conditions de vie sont devenues très très difficiles dans les pays voisins de la Syrie, puisque la majorité viennent de Syrie. Plus de 70% de la population... Là, ça fonctionne peut-être pas sur ce bateau, puisque vous nous avez nous-mêmes expliqué que c'était des subsahariens pour la plupart, donc beaucoup de migration économique quand même. Mais on a bien entendu, et on avait fait déjà ce décryptage-là. Mais peut-être pour cette route de Libye, justement, pour répondre à la question, parce que malheureusement, il nous reste 3 minutes, est-ce que les autorités libyennes coopèrent? Alors, ce qu'il faut, c'est que des solutions soient trouvées de ce point de vue-là. C'est pas à nous, HCR, de dire si les autorités libyennes coopèrent, mais... C'est délicat pour vous de dire l'inverse, en tout cas. Je peux répondre à votre question. Mais la Libye n'existe pas. Je peux répondre à votre question. La Libye n'existe pas. Ce sera plus simple pour vous, peut-être. Je crois que ce sera plus simple pour moi. Pendant que nous étions sur place, nous avons vu des gardes-côtes libyens rôder autour des zones et près du bateau. Les gardes-côtes libyens ont décidé d'intervenir pour secourir, je vous mettais des guillemets partout, les migrants en détresse, fermez les guillemets, les amener vers les autorités maritimes, fermez les guillemets, vous les ouvrez, pour les diriger vers des centres d'accueil et d'hébergement en Libye. Or, les migrants que nous avons accueillis sur le bateau nous disent ce que nous savions, mais ils l'ont répété, à savoir, que quand on les prend, quand les gardes-côtes libyens interviennent pour secourir, ils les prennent, ils les amènent vers des prisons libyennes où ils sont à nouveau mis à l'amende, battus, torturés, rançonnés. Grosso modo, on reprend le bétail, on le réutilise. Et enfin, dans les secours, dans les sauvetages faits par les gardes-côtes libyens qui sont experts en sauvetage, ils sont intervenus, ont fait chavirer un Zodiac où il y a eu 8 noyés, nous avons les photos, et un autre a pris feu avec une 30aine de brûlés. Donc les autorités libyennes, dans les eaux territoriales libyennes, ne sont pas des autorités libyennes. Ce sont des gens qui participent au chaos et à la désorganisation et qui payent les migrants. Donc aujourd'hui, quand on parle de sauvetage dans les eaux territoriales libyennes, il faut mettre des guillemets partout. Les migrants, eux, ils les mettent. Oui, donc ça veut dire que vos bateaux et ceux des armées aussi européennes qui sont sur place avec l'opération Triton notamment, en tout cas les opérations de l'Union européenne, ils sont condamnés à venir au large de ces côtes libyennes et à les ramener ensuite en Italie. Non seulement ils sont condamnés, et c'est d'ailleurs notre vocation. Moi, si j'ai rejoint après 35 ans de reportage SOS Méditerranée, c'est parce qu'il y avait une action qui est
concrète. Et qui est réelle. C'est un projet simple, fou, mais réel. Non seulement ils sont condamnés, non seulement c'est ce qu'ils doivent faire, ils doivent actuellement patrouiller. Ils patrouillent en ce moment au large de la Libye, à 24 miles environ, d'est en ouest, mais je pense aussi qu'il va falloir bientôt patrouiller pas loin de l'Égypte, parce que là aussi nous avons des bateaux qui partent. Effectivement, on ne peut pas compter sur les autorités libyennes pour prendre en soin des migrants qu'elles passent leur temps à battre, maltraiter, rançonner. Alors oui, il faut être là. La question, Olivier, ça n'est pas pour les gens qu'on voit à l'image de savoir si on les accueille ou pas. C'est de savoir si on les laisse mourir dans la mer ou si on ne les laisse pas mourir dans la mer. Oui. La question, elle est simplement là. Quand on voit la capacité qu'ont les Français ou les Européens à se mobiliser, à donner de l'argent pour aider des ONG après une catastrophe qui peut se passer très loin, à tel point que certaines fois, ces ONG ont trop d'argent et ne savent pas qu'en faire, et qu'on voit l'inertie qu'il y a, alors que ces gens meurent. Encore une fois, la question... Laissons de côté la question de savoir si on les garde et si on fait en sorte de les garder en Europe. Simplement les sortir de l'eau vivant. Il n'y a pas de mobilisation, quand bien même caritative. Pour cela, il faut qu'il y ait des initiatives comme celle de Jean-Paul Marie. Il parle juste mais sur pas ce une mobilisation qui fait la une des 20h, Jean-Paul. Non, pas la une des 20h. Non, pas une mobilisation où tout le monde envoie un chèque à tel point qu'il y a trop d'argent. On n'en est pas là. 99% de nos dons sont des dons privés. On dit que 60% des Français sont contre l'arrivée des migrants, 40% qui restent ont du cœur et nous donnent de l'argent. Cela coûte 11 000 € par jour d'avoir un bateau qui patrouille, qui sort les gens de l'eau, qui les empêche de se noyer. Ces 11 000 €, il faut qu'on les trouve. Mais pour vous, c'est scandaleux, ça, de se dire, mais finalement, il faut qu'on soit là, qu'on y aille avec notre bateau, qu'on demande à des privés de nous donner 10 € par-ci, 10 € par-là, alors qu'il y a cette Europe qui, au fond, a l'air si impuissante. Je vais vous dire ce que c'est pour nous. Nous sommes des citoyens allemands, français, italiens. Des citoyens. Pas des ONG statutaires, pas des fonctionnaires. Nous sommes des citoyens et nous faisons appel à des citoyens. Ces gens nous donnent de l'argent. Et quand nous sommes au large de la Libye et que nous secourons des migrants, qu'est-ce que nous faisons? Sinon, et on les remercie, les migrants, sauver une idée de l'Europe, une idée de l'homme et une idée de nos valeurs. Céline Schmitt, votre conclusion? Oui, alors effectivement, le sauvetage en mer est primordial et doit être renforcé. Mais au-delà de ça, la solution, c'est que les pays européens, l'Europe, mais également d'autres pays, doivent proposer d'autres voies pour accueillir les réfugiés, ce qu'on appelle, nous, les voies légales, pour permettre aux réfugiés d'arriver en Europe de façon sûre, sans risquer leur vie, sans alimenter des réseaux de passeurs. Et donc, c'est la réinstallation, c'est des visas humanitaires, c'est la réunification familiale. L'hypothèse qui avait été évoquée lors d'un dernier sommet européen de faire sauter justement les bateaux, après les avoir vidés de leurs réfugiés, bien sûr, tout ça, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionne pas? Alors, comme je vous le disais, la solution, c'est vraiment de proposer d'autres voies légales. C'est maintenant, c'est la solution. Pour vous, c'est la seule? L'Union européenne s'est engagée déjà à relocaliser les réfugiés qui sont en Grèce, a offert aussi des places pour la réinstallation. Il faut qu'il y en ait plus. Les places qui sont disponibles actuellement ne sont pas suffisantes. Et si des efforts sont faits de ce côté-là, non seulement les réfugiés ne risqueront plus leur vie pour gagner l'Europe, mais également les réseaux de passeurs ne seront pas alimentés. Alors, je vous rassure, les bateaux sont brûlés ou les Zodiacs crevés après une fois que les réfugiés ont été secourus. Mais Céline Schmitt a parfaitement raison. Ce que nous faisons là, ce n'est pas pour sauver l'ensemble des migrations. On n'en a pas les moyens, même si on va essayer de faire le plus possible. Ce que nous faisons là, c'est en attendant que l'Europe arrive à se mettre d'accord sur une politique d'immigration et des moyens pour faire ce que nous ne devrions pas faire. Mais nous le faisons parce que les autres ne le font pas. Comme le dit Olivier Ravanello, sauver des gens qui sont tout simplement en train de se noyer. Et quand quelqu'un se noie, vous ne vous posez pas de questions, vous ne demandez pas quelle langue il part et où il va aller, vous tendez la main et vous le sortez de l'eau. Je rappelle le nom de votre association SOS Méditerranée. J'imagine que vous avez un site pour recueillir les dons. SOSméditerranée.fr. Nous devons tenir jusqu'à fin décembre 2016 et ça coûte 11 000 € par jour. Merci à vous, merci Céline Schmitt, merci Olivier Ravanello. Merci à vous. Tout de suite, l'essentiel.